Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez passé l'examen dans de très bonnes conditions. Vous êtes maintenant en train de préparer les concours et je vais continuer à vous épauler en vous proposant un certain nombre de corrigés d'ENSA, de médecine et de médecine dentaire. Donc je vais commencer cette série par le corrigé de l'ENSA 2018 et on veut le partager en 2 ou 3 parties, donc je vais consacrer chaque vidéo à environ 30 minutes pour qu'il soit accessible ou bien vu facilement. Voilà. Donc aussi, il y a un certain nombre d'élèves qui m'ont contacté pour la préparation du cours de médecine, donc on va constituer 1 ou 2 groupes, donc suivant la demande bien sûr. L'offre va former un certain nombre d'heures en physique et en chimie, éventuellement quelques heures en maths, à contacter. Bien sûr, laissez-moi votre numéro de téléphone par mail et je vais vous contacter pour décrire ce qu'il y a dans l'offre en détail. Bien, passons à l'examen ou bien le concours de l'ENSA 2018. Donc on vous dit, voilà un ballon de volley de diamètre 25, donc c'est le diamètre, faites attention. Donc le lancer est effectué vers le haut avec une vitesse V0, on va dans l'angle alpha, 45 degrés, et on va dans G0, HA, c'est-à-dire Y à T égale à 0, HC, D', c'est la distance entre le filet et ce point, et la distance D entre ce point et 0, c'est 10. Donc voilà, c'est 6 mètres. Donc la vitesse initiale, qu'on vous demande la question, première question, quelle est la vitesse initiale que doit acquérir le ballon tout en conservant le même angle de lancement afin que son centre d'inertie passe exactement au centre C? Donc là la question elle est claire. Il faut que le ballon passe par le centre C, ça veut dire les coordonnées de C vérifient l'équation de la trajectoire. Donc, très simple, il suffit de... Voilà la donnée. Il faut que les coordonnées du point C vérifient l'équation de la trajectoire. Quelles sont les coordonnées du point C? Les coordonnées du point C, vous avez x égale à 6 et y égale à 3,05. Voilà. Et ça va nous permettre de déterminer V0. Vous savez ça, c'est tout de suite dans le brouillon, chute parabolique A est égal à G. Donc AX est égal à 0 et AY c'est moins G. Donc Vx c'est V0 cosinus alpha. Donc x égale à V0 cosinus alpha fois t. Ça, c'est toujours valable. Qu'est-ce que je connais? Je connais 6. Donc, je peux déterminer le temps que met la balle avant d'arriver en ce point. Il suffit de remplacer x par 6. Donc, x est égal à 6. V0 cosinus alpha, c'est 1 sur racine de 2 fois t. Donc, le temps, ce sera 6 racine de 2 sur V0. Et je l'encadre. Si je connais le temps, je connais y du point C. Donc, c'est 3,05. Donc, je détermine l'équation horaire de y de façon générale. C'est moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha fois t plus y0 qui est ha. Et je remplace tout simplement t par sa valeur ici. Et je vais déterminer v0. Donc, je remplace, voyez, donc là, vous avez y. Donc là, je remplace y par... du point C par 3,05. 3,05 moins 2,05, ça vous donne 1. G sur 2, c'est moins 5. T carré, c'est donc 6 fois 6, 36 fois 2, c'est 72 sur V0 au carré, plus V0 sinus alpha fois T. Donc, V0 sinus alpha fois T, c'est en fait tout simplement X. Ah, donc XC, c'est 6. Voilà, on a remplacé tout simplement ça par 6. Donc 1 moins 6, c'est moins 5. Donc moins 5 est égal à moins 5, 72 divisé par V0 au carré. Je simplifie par moins 1. Donc 72 sur V0 au carré égale à 1. Donc V0 au carré égale à 72. 72, c'est 36 fois 2. Et racine carrée de 36, bien sûr, c'est 6. Donc racine carrée de 36, c'est 6. Et ça me donne 6 racine de 2. Et je regarde... Quelle proposition? 6 racine de 2, c'est bien la réponse B. Donc, c'est correct. Bon, maintenant, deuxième question. Donc, deuxième question concerne toujours le même exercice. On vous dit en conservant toujours le même angle, c'est-à-dire 45, et la vitesse initiale V0 qu'on vient de déterminer. Donc là, on connaît que V0, c'est 6 racine de 2. Le centre d'inertie du ballon lorsqu'il passe exactement au point C du panier A. Donc, la vitesse.
On veut déterminer la vitesse maintenant en ce point. La vitesse, bien sûr, possède deux composantes. La composante horizontale qui est Vx, qui est elle, elle est constante, quel que soit le point. On l'a déterminé. Donc Vx, c'est V0 cosinus alpha. Il suffit de déterminer Vy. Vous voyez déjà que Vy va être négatif. Donc Vx et V0 cosinus alpha, c'est 6. Ah, d'accord. Donc parce que V0, c'est 6, racine de 2, multiplié par 1 sur racine de 2. Donc je vous rappelle, cosinus de 45 est égal à sinus de 45 est égal à 1 sur racine de 2, ou bien racine de 2 sur 2. Donc, voilà, donc Vx égale à 6. Très bien. Donc, il me reste à déterminer Vy. Vy, c'est quoi? C'est moins g fois t plus V0 sinus alpha. Donc, il suffit de connaître le temps où la balle arrive au point C. Ça, je peux le déterminer facilement par l'équation horaire x de t. Donc, x de t, c'est V0 cosinus alpha fois t. 6 fois t. Puisque x du point C est égal à 6, donc 6 est égal à 6 fois t, donc le temps c'est 1 seconde. Donc je remplace ici t par 1 seconde et je trouve moins 4. Donc vous voyez bien que Vy est négatif. Maintenant faites attention, ce qu'on vous demande c'est le module de la vitesse, c'est racine carrée de Vx au carré, 36, plus Vy au carré 24, donc 36 plus 24 ici, donc voilà, donc on fait 4 et 4, c'est 16. Donc j'ai fait une petite erreur de calcul. Bon là, il faut faire très attention au calcul. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de calculs. Donc 16 plus 36, c'est 52. Racine carrée de 52, c'est très proche de 7. Parce que 7 au carré, c'est 49. Donc c'est la réponse A. Mais vous pouvez faire aussi ce calcul. Parce que dans le concours, on ne vous demande pas la méthode. On vous demande juste de choisir une réponse. Là, normalement, c'est plus facile avec le théorème de l'énergie cinétique. Que vous avez déjà vu en bac 1. L'énergie cinétique finale, qui est 1 demi mvc au carré, moins l'énergie cinétique initiale, qui est 1 demi mv0 au carré, est égal au travail du poids. Et vous voyez bien que le travail du poids, c'est résistif, parce que YZC est supérieur à YZA. Donc c'est moins mg, facteur de HC moins HA. Et HC moins HA, ça vous donne... HC moins HA, c'est 1. Hein, c'est 1, donc ça vous donne moins mg. Donc, je simplifie par m tout simplement et je trouve Vc au carré est égal à V0 au carré moins 2 fois g. V0 au carré, c'est 72, voilà, moins 20 et ça vous donne 52. Donc, V carré égale à 52, ça veut dire V égale à racine carrée de 52. Vous voyez qu'on retrouve avec le théorème de l'énergie cinétique facilement le résultat. Question suivante. Donc là, toujours même exercice. On conserve toujours le même angle de lancement et la même vitesse initiale, un défenseur BD placé entre l'attaquant et le panneau de basket à la distance D'. Donc là, vous avez, il est placé, voilà, le monsieur il est placé à la distance D' égale à 3 mètres. Voilà ce qui est important. À la distance 3 mètres, la hauteur, qu'est-ce qu'on vous demande? La hauteur minimale de l'attaquant pour qu'il puisse toucher la balle. Là, il faut faire juste attention, même si ça ne va pas jouer trop dans l'énoncé, mais peut-être oui, donc le rayon de la balle. Pour que le défenseur touche la balle avec le bout de doigt, la hauteur nécessaire, c'est HB plus le rayon de la balle. D'accord? Donc ça, c'est la hauteur H. Donc le centre de gravité de la balle doit se trouver à une hauteur H qui est égale à HB plus 0,125. Et là, on vous demande l'extrémité de sa main se trouve à l'altitude HB. Voilà l'extrémité de sa main. D'accord? Donc, lorsque sa main, elle est là, il faut l'extrémité de sa main pour qu'il touche la balle. Et voilà, il touche la balle. Donc, lorsqu'il touche la balle, le centre de gravité se trouve à quelle hauteur? Si là, on fait attention, il se trouve à la hauteur HB plus 0,125. Et c'est comme tout à l'heure. Donc, les coordonnées du centre de gravité de la balle, c'est x égale à d', et y est égal à hb plus 0,125. Avec ça, vous pouvez déterminer ce que vous voulez. Ce qu'on nous demande, c'est la hauteur minimale. Comme d'habitude, je vais déterminer le temps où le centre de gravité va arriver à la position x égale à 3'. Donc, toujours même relation. V0 cosinus alpha fois t égale à d'. Donc, je détermine t' égale à d' sur V0 cosinus alpha. D' c'est 3, V0 cosinus alpha c'est 6. Donc, ça me donne 1,5. Donc,
t' égale à 0, voilà, je l'écris ici, t' égale à 0,5 secondes. Je passe dans l'équation horaire générale qui est y moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha fois t plus h, HA plus HA, bien ça c'est HA, c'est y0, ça c'est indépendant du point. Voilà, donc maintenant je remplace y par HB plus 0,125. Faites attention, y c'est le centre de gravité du ballon. Donc c'est HB plus 0,125. Après il suffit de remplacer. Donc je détermine HB moins 1 demi gt carré. Je sais que t est égal à 1 demi. Donc, pardon, donc 1 demi, ce sera 1 quart au carré. C'est 1 quart. D'accord, donc G c'est 10 sur 2 c'est 5, donc moins 5, et T c'est 1 demi au carré c'est 1 quart, donc moins 5 quarts, plus V0 sinus alpha fois T, c'est la même chose que V0 cosinus alpha fois T, puisque cosinus égale à sinus, donc c'est D', tout de suite je mets ici 3, et plus HA qui est 2,05. Donc là, le 0,125, je le ramène de l'autre côté, moins 0,125. Et je détermine HP, bon petit calcul, moins 5 quarts. Là, vous avez pour simplifier, je vais mettre 0,125, c'est 1 huitième, d'accord, comme ça je mets en même dénominateur et je trouve 29,2 divisé par 8, c'est très proche de 3,6 mètres. Donc c'est la réponse B. 3,6, on a 3,67, 3,55. Donc c'est 3,65 exactement, donc 3,65 il est proche de 3,67, donc la réponse c'est la réponse B. Bien, donc je continue par un autre exercice de mécanique, celui-là aussi relativement simple. On vous dit un point mobile de masse M égale à 150 grammes, d'accord, supposé ponctuel, glisse sur le côté ABC, toujours, le mouvement a lieu dans le plan vertical. La partie curviligne est un quart de cercle, hein, c'est un quart de cercle de rayon 1 mètre, parfaitement lisse, pas de frottement, de telle sorte que les frottements sont négligeables. Le mobile est lancé, on va dans la vitesse initiale, avec une vitesse initiale, 2 mètres par seconde, dirigé verticale et dirigé vers le bas. Il est repéré à l'instant T par son angle θ. Quelle est la vitesse du mobile au point B? Voilà. Théorème d'énergie cinétique, très facile. 1 demi mvb au carré moins 1 demi mva au carré est égal au travail du poids. Le corps chute, donc le travail il est positif, donc mg fois h. Donc mg fois h, h qui est le rayon. Donc la distance entre là et là, c'est mg fois r. Donc je simplifie par m. Donc vb au carré égale à va au carré plus 2g. va au carré c'est 4. Plus 2g, c'est 20, ça vous donne 24. Et 24, c'est 8 fois 4 fois 6. 4 fois 6, racine de 4, c'est 2. Donc 2 racines de 6. Donc la réponse, c'est B. Donc là, c'est un cadeau. Je continue maintenant. Donc par application de la deuxième loi de Newton en mobile M en mouvement par rapport au repère fixe cartésien d'origine O, l'équation vectorielle obtenue par dans la base de Freinet. On vous dit d'utiliser la base de Freinet. Déterminer la force exercée par la réaction de cette partie circulaire-là. D'accord? Et la valeur de cette force au point B vaut. Donc, quelle est sa valeur en ce point? Bien sûr, cette force elle est constante partout, mais on vous demande de le calculer au point B parce que c'est très facile. Mais on vous dit d'abord de projeter la deuxième loi de Newton dans la base de Freinet pour un angle θ donné. Je vous rappelle, la base de Freinet, c'est le vecteur qui est tangent à la trajectoire et la normale, c'est toujours dirigé vers le centre de la trajectoire. Donc la trajectoire, c'est une partie circulaire comme ça. D'accord? Donc vous voyez ici que la force et vous avez le poids. Donc je projette suivant la normale puisque je vais déterminer la force. Donc je vous rappelle que gamma normale dans le repère de Freinet, c'est mv carré sur le rayon de courbure et gamma tangentielle, c'est la dérivée du module de vitesse par rapport au temps. Donc là, je vais projeter sur la normale, mv carré sur r, c'est quoi? Donc la projection de f, c'est f. La projection de p, vous voyez bien, c'est côté opposé. Cet angle, c'est θ, cet angle, c'est θ. Donc c'est moins mg cosinus θ. Moins mg cosinus θ. Donc je détermine f qui est égal à mv carré sur r plus mg cosinus θ.
Ça, c'est valable quel que soit le point M entre A et B. Maintenant, je fais l'application au point B. Et au point B, vous avez la valeur de θ qui prend une valeur particulière, c'est 0. Donc θ, c'est cet angle. Au point B, vous avez bien cet angle, c'est nul. Donc θ égale à 0. Donc la formule devient mv carré sur R plus mg. Bon, je remplace la masse en kilogrammes, bien sûr. 0,5 fois Vb au carré sur R fois 24 plus 0,15 fois 10. Et ça me donne 5,1 newton. Et 5,1 newton, c'est la réponse C. Bon, je vais faire encore, voilà, je vais terminer d'abord cet exercice. Donc la portion BC est rectiligne et rugueuse. Donc il y a de frottement, on va dans sa longueur. On assimilera les forces de frottement à une force unique et constante. Donc sur la partie CD, vous avez bien sûr la réaction va faire un angle alpha. Donc à ne pas confondre avec la réaction, il va faire un angle alpha, ça c'est la réaction. S'il y a frottement, la réaction fait un angle alpha avec la trajectoire. Donc la réaction possède deux composantes, la réaction normale et la réaction tangentielle. Et c'est la réaction tangentielle qu'on appelle la force de frottement. Bien sûr, le travail de la réaction normale et du poids sont nuls. Donc là, je vais juste aussi appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point B et le point C. 1 demi MVC au carré, énergie cinétique finale, moins énergie cinétique initiale, égale au travail de la force de frottement. Il est opposé au mouvement, donc c'est moins F fois BC. Après, je remplace tout simplement. Donc 0,15 fois VC au carré 24, VB au carré 4 est égal à moins 2 fois F. Tout calcul fait vous donne F égale à 0,75 newton. Et 0,75 newton, je le retrouve au point B. Donc, mais l'idée, c'est tout simplement le théorème de l'énergie cinétique entre position initiale et position finale. Et il n'y a que la force de frottement qui travaille. Et comme il est opposé au mouvement, la force, je vous rappelle, le travail, par définition, c'est F scalaire BC. Et comme l'angle entre les deux, c'est pi, donc ça me donne moins F fois BC. Je vais encore ajouter cet exercice de diffraction. Donc là, il faut faire très attention aux unités. On vous dit le laser utilisé possède une longueur d'onde 628 nanomètres. La distance entre l'écran, voilà D, est placée à 1 mètre. Et on vous dit que la largeur angulaire, faites très attention, c'est la largeur angulaire de la tâche centrale, ça veut dire l'angle. Qu'est-ce que ça veut dire la largeur angulaire? Voilà la tâche centrale, l'angle sur lequel je regarde la tâche centrale, c'est ça la largeur angulaire, alpha. Donc alpha c'est lambda sur R, R c'est le rayon du fil d'araignée que le biologiste a mesuré. Une tâche centrale, quand il a fait l'expérience avec un fil d'araignée, il a mesuré une tâche centrale, c'est ça la tâche centrale, de largeur, D égale de largeur, hein, c'est la largeur de la tâche et non pas le rayon, 1,4. Toujours dans les diffractions, faire juste attention, est-ce que c'est le rayon, est-ce que le diamètre, est-ce que c'est θ, est-ce que c'est θ sur 2. On vous dit, on peut donc déterminer le diamètre. Donc qu'est-ce que vous connaissez en diffraction? Vous connaissez la relation θ égale à lambda sur le diamètre de la fente, d'accord? Or, ici, vous voyez que l'angle, l'ouverture angulaire alpha, c'est combien en fait? Θ, d'habitude, θ, ce qu'on prend, c'est cet angle-là. Dans la diffraction, vous utilisez plutôt θ, c'est cet angle. Donc, vous voyez bien que θ, c'est alpha sur 2. Donc, cet angle, c'est alpha sur 2 égale à lambda sur A. Donc, je peux écrire alpha est égal à lambda divisé par A sur 2. Et A, c'est le diamètre de la fente, donc A sur 2, c'est le rayon. Et je retrouve alpha égale à lambda sur R. Donc cette équation, c'est exactement équivalente à θ égale à lambda sur A. C'est exactement la même. Donc il ne faut pas se perdre. Donc j'utilise toujours le schéma tangente θ est de l'ordre de θ est égal à D sur 2, parce que D c'est la largeur totale, donc je prends la moitié divisé par 2D. Et tangente alpha sur 2, c'est de l'ordre alpha sur 2 est égal à D sur 2D. D'accord? Donc θ, qu'est-ce qu'on a dit? Θ est égal à alpha sur 2. Donc ça, c'est égal à alpha sur 2. Donc je vais déduire que petit d sur grand D est égal à alpha sur 2 est égal à... Je disais donc, ça c'est alpha sur 2, donc je vais déduire alpha est égal à d sur grand D. Voilà. Donc alpha est égal à petit d sur grand D. Et on me dit que alpha est égal à lambda sur R. Donc petit d sur grand D est égal à alpha sur R. Et donc je vais déterminer le rayon. C'est lambda fois grand D divisé par petit d. Donc je mets lambda tout en mètres. Nanomètre 10-9.
petit d c'est 1,4 10 moins 2 et d c'est 1 mètre, donc lui il ne va pas intervenir, donc ce sera 628 divisé par 4 10 moins 6, ça vous donne 44,8 10 moins 3, donc 10 moins 6 mètres, c'est-à-dire 10 moins 3 mm, ça veut dire 0,044 mm, et 0,044 c'est dans l'ordre de 0,05 mm, et j'ai bien une réponse qui est 0,05 mm, c'est effectivement la réponse A. Voilà, je termine cette première partie par ce dernier exercice. On vous dit juste de cocher la bonne réponse. Les ondes lumineuses et les ondes sonores se propagent dans le vide. C'est faux. Pourquoi? Parce que les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide. La diffraction et les interférences ne mettent pas en évidence la nature ondulatoire de la lumière. C'est faux. Au contraire, elles mettent la nature ondulatoire de la lumière. La fréquence d'une onde lumineuse monochromatique dépend du milieu. Non, la fréquence, elle ne dépend pas du milieu. Ça veut dire la fréquence, c'est la couleur. La couleur, par exemple, une lumière rouge. Une lumière rouge, vous l'envoyez dans le vide et vous l'envoyez dans l'eau. La lumière rouge, elle reste toujours rouge. Voilà pour se rappeler. Donc la lumière rouge ne change pas de couleur. La lumière rouge devient rouge quand elle passe d'un milieu à un autre. Et la fréquence, c'est la couleur. Donc bien sûr, il ne va pas changer. Par contre, la longueur d'onde des ondes lumineuses dépend du milieu. Bien sûr, il nous reste le dernier choix. La longueur d'onde dépend du milieu de propagation parce que la longueur d'onde change avec la nature et vous avez plus précisément lambda est égal à lambda 0 sur n. N, c'est l'indice de réfraction du milieu. Donc, suivant la nature du milieu, la longueur d'onde va changer par rapport à celle du vide. Donc voilà pour cette première partie. Bien sûr, partagez-la au maximum avec vos amis, aidez vos camarades pendant ces périodes de préparation. Et à très bientôt pour la deuxième partie.